assez rapidement, je me suis dit, je ne sais pas, quand j'avais 9, 10, 11 ans, je me suis dit, tiens, j'aimerais quand même vivre de ma passion. Et donc du coup, je me suis presque cherché une passion. Bonsoir, mon invité aujourd'hui est meurthe-et-mosellan. Il est né à Nancy. Il est passé par l'IUT Charlemagne avant de faire une école de commerce à Paris. En 2003, il fonde le groupe Janton, aujourd'hui leader dans la haute horlogerie et joaillerie dans le Grand Est. Édouard Janton, bonsoir. Bonsoir Jean. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, vous êtes donc avec votre femme Mélissa à la tête de 11 magasins à Strasbourg, Nancy ou encore à Metz, et c'est par là que nous allons commencer. Vous avez ouvert en 2021 une nouvelle boutique rue du Petit Paris dans la capitale mosellane. Vous avez pris la suite de la bijouterie Noël. Alors les débuts ont été un peu difficiles avec la crise sanitaire. Oui, c'est moins qu'on puisse dire. Et les confinements, mais aujourd'hui, est-ce que vous êtes pleinement satisfait de cette implantation ? Alors, merci pour l'invitation déjà, une fois de plus. On est pleinement satisfait de cette ouverture. On a 12 boutiques aujourd'hui et pas 11. Et donc pas 11. Il y en a une qui s'est rajoutée en cours. Et effectivement, en fait, on a signé cette boutique de Metz le soir de l'annonce du 3e confinement. Donc c'était des débuts qui étaient un petit peu particuliers. Mais bon, voilà, du coup, on en a profité pour faire des gros travaux, puisqu'en fait, on a 2 immeubles, au 1 et au 3 rue du Petit Paris. Et ensuite, voilà, et ensuite on a ouvert de façon tout à fait normale et on est ravis des résultats aujourd'hui. Alors qu'est-ce que vous proposez concrètement dans cette boutique ? Vous travaillez avec une trentaine de marques. Alors donc on est horloger et bijoutier. Donc on a des marques qui sont représentées chez nous à Metz. On a au sein du groupe une trentaine de marques. Et à Metz, on a Omega, on a Breitling, on a Tag Heuer, on a Jaeger-LeCoultre, on a Blancpain, entre autres. On a également de la joaillerie, puisqu'on a nos ateliers également sur place à Metz, qui sont aussi au 1 rue du Petit Paris, au dernier étage, juste à côté de nos ateliers horlogers aussi, puisqu'on est un centre de service après-vente agréé par les grandes marques. Et voilà. Pourquoi avoir choisi Metz alors ? Bon, en fait, c'était une suite logique, c'est-à-dire que donc, moi je suis né à Nancy, j'ai fait mes armes à Nancy, je me suis installé il y a 20 ans à Strasbourg en ouvrant ma première boutique. Et en fait, c'est une démarche de régionalisation de marques. Donc, c'est les grands groupes de luxe avec lesquels nous travaillons qui nous ont encouragés à conquérir le Grand Est. Et c'est vrai que Metz, c'est une grande place dans l'Est de la France. Et on est très fiers d'y être. Comment s'est passée la transition avec l'ancienne bijouterie Noël ? Elle s'est très bien passée, puisqu'en fait on a eu la chance de conserver toute l'équipe, qui est formidable d'ailleurs. Combien d'employés ? Alors aujourd'hui, en fait, au sein du groupe, on est une grosse trentaine. Et en ce qui concerne juste la boutique de Metz, on est 6. Voilà, et en fait on a eu la chance de conserver tout le monde, et on a une équipe vraiment formidable. Quelle est la relation que vous avez avec les concurrents à Metz ? Alors c'est vraiment une relation de concurrence, une relation un petit peu frontale. Nous on fait notre travail, on avance, on a une stratégie qui est la mienne, qui est parfaitement claire dans mon esprit, et ce depuis de nombreuses années. Et voilà, et en fait je crois que chacun trouve sa place. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Chacun a ses spécialités. On ne peut pas plaire à tout le monde aussi. Je pense que c'est vraiment important. Ça, on va dire que je l'ai assimilé assez tôt dans ma carrière. Et donc voilà, on a notre touche, on a notre patte. Nos concurrents ont la leur. C'est très bien comme ça. Et une fois de plus, je pense qu'il y a la place pour tout le monde. Quelle est la patte Janton alors ? Alors la patte Janton, ce que j'essaye en tout cas de transmettre à mes clients, c'est le partage. C'est-à-dire qu'on est une équipe de passionnés. Et j'essaie de faire vivre à chaque fois qu'un client rentre chez nous un moment unique, un moment qui est concentré sur l'écoute de nos clients et de ses besoins. Et on a effectivement
comment dirais-je, une grande mission pour nous, équipe dirigeante, c'est de former nos collaborateurs à notre esprit familial, à notre esprit entrepreneurial et donc à notre esprit qui est vraiment focusé sur l'expérience client et la satisfaction de nos clients finaux. Bon, il me semble que vous avez une petite nouvelle aussi à nous annoncer. Alors exactement, on est très fiers parce qu'on a 12 boutiques et on va bientôt en avoir une 13e et je suis ravi parce qu'elle sera Messine cette fois-ci encore, puisqu'on vient d'acheter un nouveau magasin qui est au 7 rue du Petit Paris et ce sera une boutique monomarque puisque ce sera une boutique exclusive Breitling. D'accord, Voilà. Les Messins comme Voilà. ça pourront s'y rendre à partir de... On a déjà une date ? Automne. À partir voilà. Automne, donc on va dire octobre-novembre. En tout cas, pour les fêtes de fin d'année, c'est sûr qu'elle sera ouverte. Voilà. Édouard, nous allons déjà faire un premier break dans cette émission. On va parler un peu de vous avec la pause café. Et ma première question, Édouard, c'est la même pour tous. Votre café plutôt long ou court ? Eh bien, je ne bois plus de café, figurez-vous. Plus de café, du thé peut-être ? Je ne bois que du thé. Du thé. Quels sont vos loisirs préférés ? Alors mes loisirs, ils sont nombreux. Je fais du sport, je cours beaucoup avec l'un de mes bras droits qui a 63 ans, qui a fait un parcours extraordinaire et non seulement et aussi au niveau de sa course puisqu'il a fait ce que l'on appelle le Tour des Géants. Donc en fait c'est une course qui fait 360 km, quelque chose comme ça. Donc ça montre sa volonté, sa pugnacité et sa détermination, qui sont trois mots aussi clés pour notre groupe aujourd'hui. Et vous, il vous tire vers le haut ? Et forcément, il me tire vers le haut. Voilà. On peut avoir son nom peut-être ? Dominique. Dominique. Le voyage que vous n'oublierez jamais ? C'est un voyage que j'ai fait en 97 au Vietnam. Et d'ailleurs, j'y retourne après-demain. Dans quel cadre ? Dans un cadre purement familial. Familial. Votre lieu refuge, là où vous vous sentez le mieux ? Au Cap Ferré. Au Cap Ferré. Vous avez d'ailleurs ouvert aussi une boutique. Exactement, en 2017. Et pourquoi le Cap Ferré alors ? Pourquoi ? Parce que j'y vais depuis ma plus tendre enfance et que le Cap Ferré a beaucoup évolué tout en gardant vraiment ses origines et toute son ambiance extrêmement simple, dédiée à la nature, à la famille, aux amis, etc. Et je me suis dit que d'ouvrir un magasin là-bas, ça avait aussi du sens par rapport à mes origines, par rapport à mon enfance. Et donc voilà, ça s'est fait de façon tout à fait naturelle et avec des marques qui sont essentiellement tournées vers l'univers maritime. Et je pense notamment à une marque qui s'appelle Panerai, qui est une marque italienne que nous représentons dans le groupe. Et donc voilà, donc ça s'est fait de façon tout à fait naturelle. Et on a un très bon collaborateur là-bas qui se prénomme Romain, puisque c'est une boutique en fait qui est ouverte à l'année. C'est aussi une des spécificités de cette boutique, puisque le Cap Ferré, autant ça marche très fort l'été, autant les périodes d'hiver sont plus creuses, sont plus compliquées, mais là aussi, à force de détermination, eh bien, on arrive quand même à satisfaire nos clients locaux. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère ? De ne pas tenir sa parole. Voilà, c'est vraiment quelque chose que je ne supporte pas. Voilà, je fonctionne tous les jours avec des valeurs et je pense que la valeur la plus importante pour nous, enfin en tout cas pour moi, c'est la confiance. Et aujourd'hui, quelqu'un qui ne tient pas sa parole, pour moi, c'est pas possible. Donnez-moi maintenant votre plus grand défaut. C'est un peu dans la continuité de ce que je viens de vous dire, je crois que je suis très intransigeant. Voilà, c'est-à-dire que je fais des choix et je n'y déroge souvent pas. Quelle est la personne que vous avez croisée ou côtoyée qui vous a le plus marqué ? Bonne question. Il y a un nom comme ça qui ressort, ou ça peut être plusieurs personnes, ou quelqu'un de famille. Aujourd'hui, je pense que typiquement, je pense que mon équipe aujourd'hui, c'est notre vrai quotidien, et c'est important pour nous. Et enfin, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent de vous ? Ma générosité. La générosité. On y revient. Maintenant, on va prendre quelques instants pour revenir sur votre parcours plus en détail. Vous êtes né donc à Nancy, mais vous avez grandi aux quatre coins du monde, Berlin, Paris, Boston. Ouais. Racontez-nous. Alors, je suis né effectivement à Nancy et quand j'avais 1 an et demi, mes parents sont partis à Boston. Mon papa, avant d'être universitaire, était diplomate. Donc j'ai passé 5 ans à Boston, puis à Paris, puis à Berlin et ensuite à Strasbourg où j'ai passé mon bac.
bac. Voilà, donc je suis arrivé en France pour mon CP et je suis rentré en France après Berlin pour ma première. Avec du recul, qu'est-ce que ça vous a apporté justement Très certainement une ouverture d'esprit. Je pense que de se projeter dans une autre culture, dans une autre civilisation même, hein, parce que clairement vivre aux États-Unis ou vivre en France, c'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même éducation, et donc voilà, donc ça m'a essentiellement ouvert l'esprit. Voilà. D'où vous est venue maintenant cette passion pour l'horlogerie? Alors, ce n'est pas votre père, mais c'est la génération. C'est mon grand-père qui aimait bien l'horlogerie et en fait assez rapidement. C'était son métier ou Pas du tout. Pas du tout. Non, du tout. Il était chef d'entreprise dans les engrais, donc absolument rien à voir. Et donc vu que mon papa est universitaire et normalien, c'est vrai que je me suis assez vite rendu compte que je ne ferais pas, que je ne suivrais pas sa voie, puisque lui il adorait dévorer des livres. Et moi non, donc j'avais d'autres passions à l'époque, qui étaient le sport entre autres, et c'est vrai qu'assez rapidement je me suis dit, je sais pas, quand j'avais 9, 10, 11 ans, je me suis dit tiens, j'aimerais quand même vivre de ma passion, et donc du coup je me suis presque cherché une passion de façon tout à fait objective, et donc forcément le sport s'est posé, parce que je jouais pas trop mal au tennis à un certain moment, et voilà, et ensuite je me suis rendu compte assez rapidement que j'avais une vraie sensibilité à l'horlogerie, aussi bien sur les produits finis que sur toute la partie en amont, donc toute la valeur ajoutée que peuvent avoir les horlogers et les horlogères. Et ensuite toute l'industrie que ça représente, puisque c'est passionnant de voir ce métier-là. Et donc voilà, et donc je me suis amusé à collectionner les catalogues dans un premier temps que je connaissais par cœur. Et voilà, et ensuite j'ai eu la chance de rentrer dans ce métier, et puis j'en suis jamais sorti. Mais il y a eu un moment déclic pendant votre enfance, un souvenir que vous souvenez, je pense qu'avec mon grand-père, oui, je pense que je vous parlais de valeurs tout à l'heure, je pense que c'est ça, c'est-à-dire que en fait ce qui m'intéresse c'est la transmission de ces fameuses valeurs, et je pense qu'on est en plein dedans, et donc oui, j'ai dû avoir un déclic à un moment donné avec lui. Pourquoi alors la haute horlogerie? Qu'est-ce qui vous attire? Alors la haute horlogerie, c'est un peu déjà c'est l'excellence, hein, puisqu'aujourd'hui il y a encore une grosse valeur ajoutée de l'homme qui intervient sur la haute horlogerie. Et en fait, le début de ma carrière, ça a été de venir compléter cette offre à Strasbourg, puisque notre première boutique a été ouverte en 2003. Et on est venu avec justement une offre de haute horlogerie, c'est-à-dire c'est vraiment la pointe de la pyramide. C'est des maisons comme Breguet, comme Blancpain, voilà. Et donc on est venu avec ça. Alors au lycée, vous rencontrez Mélissa, qui deviendra un peu plus tard votre femme. Un mot sur elle, peut-être quelle place elle occupe dans le... Alors aujourd'hui, Mélissa, elle s'occupe de toute la partie communication, de tout le site internet aussi, qui est un gros chantier pour nous, parce qu'en fait c'est un site internet que nous avons intégralement fait, donc on a une équipe qui est dédiée aujourd'hui à ça, et Dieu sait que c'est un travail vraiment lourd, puisqu'en fait on a donc un portefeuille d'une 30aine de marques sur le groupe, et donc ces 30 marques qu'il faut mettre à jour en permanence, que ce soit sur les produits, que ce soit sur les prix, que ce soit sur la stratégie ou sur la communication même des différentes maisons que nous représentons. Elle a également une fonction RH, puisqu'elle s'occupe de plus en plus du recrutement, et Dieu sait ô combien c'est vraiment, vraiment compliqué aujourd'hui. Et d'ailleurs, si je passe un message, nous recrutons, aussi bien à Metz que sur l'ensemble du groupe. Et c'est surtout ma femme, et donc elle m'assiste et me supporte tous les jours. Quel rôle elle a joué finalement pour cette ascension qui est commune et qui est encore d'actualité? Ça a été mon pilier. En 2003, je le disais, et vous l'avez dit aussi, vous ouvrez votre première boutique à Strasbourg. Oui. Pourquoi l'Alsace alors? Pourquoi cette ville? Alors parce que donc après Berlin, j'ai passé mon bac à Strasbourg. Après Strasbourg, j'ai fait un IUT à Nancy. Et en fait, pendant mon IUT, j'ai commencé à travailler en tant que vendeur extra, donc les mercredis après-midi, les samedis, les vacances, dans une bijouterie qui s'appelait Valère à l'époque. Et en fait, on ne s'est jamais quitté, puisque à l'issue de mon IUT, j'ai fait une école de commerce à Paris.
Et en fait, tous mes stages, je les ai quand même fait à Nancy. Donc je faisais, à l'époque, il n'y avait pas de TGV en plus, donc je prenais le train très tôt à Paris pour gagner la Lorraine. Et donc, du coup, j'ai vraiment appris le métier à ce moment-là. Et en fait, j'avais le retour de toutes les marques et de tous les commerciaux qui nous visitaient à l'époque, parce qu'on était vraiment beaucoup visités, qui nous disaient à Strasbourg, il y a vraiment une place à prendre. Le marché est ouvert. La ville est grande, le marché est ouvert, etc. Et donc du coup, ma 5e année d'études, donc ma 3e année d'école de commerce, j'avais choisi un cycle entrepreneuriat. Et en fait, j'ai fait une étude de marché sur la ville de Strasbourg. Et par conséquent, j'ai été diplômé au mois de juin 2003 et on a ouvert dans la foulée la première boutique à Strasbourg. Voilà. Et donc du coup, pourquoi Strasbourg? Parce que, une fois de plus, il y avait un marché à prendre et que ma femme est alsacienne. Voilà. Et 20 ans plus tard, vous êtes à la tête d'un véritable petit empire, bientôt 13 boutiques, dont 20 millions d'euros de chiffre d'affaires environ. Vous m'arrêtez si je me trompe. Oui. Quand vous regardez où vous en êtes aujourd'hui, est-ce que vous attendiez à ce tel succès 30 ans avant? Oui, non, on est très fiers. C'est une très belle aventure humaine avant tout. Derrière les chiffres, une fois de plus, c'est les hommes et les femmes qui font cette société et ce groupe. On a de l'ambition, on est structuré pour avancer aujourd'hui. On a mis en place un top management qui est également vraiment, comment dirais-je, solide. Et voilà, et ça a été une aventure. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est le travail, bien évidemment, c'est le fruit de 20 ans vraiment de travail acharné, mais ça s'est fait de façon tout à fait naturelle en fait. C'est-à-dire que c'est une suite logique. Et les prochaines ouvertures, c'est une suite logique également, puisque en fait, ça répond à la stratégie que j'ai en tête depuis des années. Et donc voilà, donc on est plus dans la vraie vie, dans le vrai partage et dans la passion que dans la contrainte d'avoir un métier. Voilà. Quelle est la vision que vous avez à long terme maintenant du groupe Janton? Alors, on a 13 boutiques aujourd'hui, mais à terme, il y en aura combien? C'est une très bonne question. On verra ça. Je vous donne rendez-vous dans une dizaine d'années pour en parler. Mais non, on n'a pas envie de s'arrêter là, clairement. On a d'ailleurs d'autres projets qui sont déjà dans les cartons. On va se concentrer bien évidemment sur le nord-est. On a certainement un projet à Luxembourg qui va voir le jour certainement encore cette année. Et ensuite, on va s'intéresser à des villes de moyenne taille en France. Et moi, ma mission, c'est justement d'apporter la place Vendôme en province et donc d'aller dans des villes qui sont peu ou mal exploitées et donc d'offrir notre savoir-faire à ses habitants. Avant de passer à la suite, est-ce que la relève est là aussi, la relève Janton? Alors c'est un grand sujet parce que j'ai 2 enfants, Edgar et Rose, qui ont 12 et 14 ans. Edgar a déjà une appétence aux affaires, une appétence certaine aux affaires. Mais là aussi, je pense que chacun a sa vie. Et, il n'y a pas de pression, en tout cas, non, parce qu'en fait, et puis même au-delà de ça, c'est-à-dire que moi je ne vois pas du tout la construction de mon entreprise comme un patrimoine que je construis à tout prix pour le donner à mes enfants. C'est pas du tout, c'est pas ma logique. Voilà, pour moi, il faut qu'il s'épanouisse. Il faut qu'il ait également qu'il rencontre toutes les difficultés que l'on a rencontrées nous. Et j'ai pas du tout envie de lui construire une petite place au chaud, etc. Pas du tout, c'est pas du tout la façon dont je fonctionne et Mélissa également. Voilà. On le retourne, la fin de l'émission approche, il est l'heure maintenant de vous passer sur le grill. C'est une question que beaucoup de gens se posent. Pourquoi les montres, les bijoux sont si chers? Est-ce qu'on paye plus la marque ou les matériaux utilisés finalement? Alors en fait, on organise plusieurs fois par an des visites de manufacture horlogères et joaillères, mais surtout horlogères. L'issue de ces visites est unanime. On regarde sa montre et on se dit tiens, ma montre elle n'est pas si chère que ça en fait. C'est-à-dire que quand on voit le travail que nécessite la fabrication d'une montre, c'est exceptionnel. Quand on voit la recherche R&D
quand on voit la main de l'homme, la main de la femme, quand on voit les yeux qui vont aller visser, qui vont aller polir chaque tête de vis, etc., on se dit que c'est pas très cher. L'expertise finale. En fait, je pense que la montre, et d'ailleurs le second marché le prouve par lui-même, c'est-à-dire qu'il y a le second marché, donc le marché d'occasion, est souvent supérieur au prix du neuf, puisqu'aujourd'hui, en fait, on se rend compte que la fabrication du montre coûte cher, parce que la structure coûte cher. Et donc, clairement, pour répondre à votre question, moi, je ne trouve pas que les montres soient très chères aujourd'hui. Voilà. Est-ce que l'usage de la montre de luxe a évolué? C'est vrai qu'avant, c'était beaucoup par reconnaissance sociale. Bien sûr, alors là aussi, ça a totalement changé. Moi, quand je me suis installé il y a 20 ans, et puis quand je suis rentré dans ce métier il y a 26 ans maintenant, oui, la montre de luxe était la reconnaissance sociale. Et d'ailleurs, à l'époque, les gens qui aimaient bien les montres avaient une montre. Ils avaient une belle montre. Et aujourd'hui, 20 ans plus tard, c'est devenu un objet de collection, c'est devenu un objet de transmission, c'est devenu un objet de passionné. Est-ce qu'on investit aussi dans les montres? Et on investit, c'est devenu un objet de transmission aussi, c'est-à-dire qu'on a beaucoup, nous, de clients qui font une vraie collection et qui la cèdent, pour le coup, qui la transmettent à leurs enfants. Et donc voilà, donc c'est un métier qui, à mon avis, et c'est un marché qui a plein d'avenir. Voilà. Le confinement, Internet plus largement a revu nos méthodes de consommation. Comment vous prenez justement en compte ce facteur avec vos enseignes physiques, avec ce métier quand même basé sur la relation client au départ? Oui. Alors aujourd'hui, en fait, on a un groupe, ce qu'on appelle multicanal, c'est-à-dire qu'on a des boutiques multimarques, des boutiques monomarques, et notre site internet, qui est un site internet marchand, donc j'en ai parlé déjà tout à l'heure. Et en fait, c'est un site qui est très visité. Alors, il y a des ventes dessus, c'est clairement insignifiant à l'échelle du groupe, mais il y a quand même un taux de transformation. Mais c'est surtout un site qui est très visité. Et justement, eh bien, pendant les confinements, on a mis le paquet sur le site en offrant un maximum de services à nos clients, un maximum de visibilité à nos clients, et on s'adapte aussi à la présentation à distance via des Zooms, via des Teams, via des WhatsApp, et vraiment on s'adapte pour être là aussi le plus proche de nos clients. Edouard, on arrive au terme de cette émission, mais avant de nous quitter, c'est l'heure de l'addition. On termine cette émission par un petit quiz, non rien de bien compliqué, des questions sur les montres, vous vous en doutez. On commence facile, première question, qu'est-ce qu'une montre squelette? Alors j'ai plusieurs propositions, mais si vous l'avez comme ça, vous pouvez me le donner. La montre squelette, c'est ce que je porte au bras. Vous voyez, voilà, tout simplement, une montre dont le design laisse apparaître les mécanismes. Exactement. Effectivement. Deuxième question, c'était facile, quelle est cette montre? Là vous allez la voir à l'écran autour de vous. Quelle est cette montre d'IWC? Est-ce que vous avez le nom ou je vous donne les propositions? Portugaise, chrono portugaise. Exactement, très bonne réponse. D'ailleurs, on vient d'ouvrir une très belle boutique IWC à Strasbourg, voilà, dédiée à la marque. Récemment? Au mois de décembre. C'était la fin de l'année dernière. Voilà, troisième question, à combien est estimée la montre la plus chère du monde, baptisée Hallucination? Alors je l'ai, c'est une montre Certi, c'est une montre de chez Graf, et c'est une montre qui de tête était vendue 55 millions. 55 millions de dollars, voilà. Ça fait 40 millions d'euros. Voilà. C'est une bonne réponse. Quatrième question, pourquoi utilise-t-on le rubis dans les mécanismes de haute horlogerie? En fait, le mécanisme, un mécanisme horloger, c'est comme un sandwich. Et en fait, le rubis, en fait, ça permet au pied de venir se mettre dessus. Effectivement, ça va limiter les frottements. Exactement. Au sein de et c'est également un élément de décoration et un élément qui de temps en temps peut être mis en valeur pour justifier justement de ce fameux prix élevé. Cinquième question, de quoi s'est-on inspiré pour la forme du cadran de première de Chanel? De la place Vendôme. De la place Vendôme, bien évidemment à Paris. Sixième question, quel est ce célèbre modèle? Vous allez encore voir à l'écran une montre. Alors, Reverso, bien évidemment. La Reverso. Voilà, celle-ci c'est la Reverso One, voilà, qui a été
créée au tout début des années 30. Et là aussi, c'est une manufacture exceptionnelle. Et en fait, c'est l'une des rares manufactures où tout est verticalisé, c'est-à-dire que tout est fait chez eux, sauf le cuir et sauf le verre. Mais sinon, tout est fait chez eux, c'est-à-dire qu'ils partent à partir de longues tiges en acier pour faire des vis, pour faire des boîtes et pour faire forcément les fameux mouvements Gégin-Lecoultre. Voilà. Et donc là aussi, on a un projet de boutique avec eux. 7e et avant-dernière question, quel est le nom de cette marque créée en 1905 par Hans Wilsdorf et qui reste aujourd'hui l'une des marques de montres de luxe les plus connues? Allez-y. J'ai pas de proposition, là il faut me donner... c'est une marque très connue. Très connue, je passe. C'est la Rolex. Bon, une petite erreur sur 7, c'est pas grand-chose. Dernière question, quelle est cette marque de montre? C'est une erreur où c'est voulu. Voilà. Où c'est voulu. Où c'est voulu. Ah oui, d'accord. Quelle est cette marque de montre suisse connue qui est notamment portée par le non moins célèbre James Bond? Omega, bien sûr. Là, bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci beaucoup, félicitations. Merci Jean, merci. On termine avec le mot de la fin. Vous avez peut-être une citation, une phrase que vous aimez bien? Faire mieux chaque jour, c'est ce que je répète à mes collaborateurs, à mes équipes tous les jours, et voilà, et on s'y emploie. Merci encore, et on le rappelle, donc une boutique à Metz va bientôt ouvrir à l'automne, une 3e boutique. Boutique Breitling. Voilà. Merci beaucoup, Edouard. Merci Jean. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, portez-vous bien. Bonne soirée sur Moselle TV.